Bismillahirrahmanirrahim, mesdames et messieurs, bonjour. On va parler d'abord, dans cette vidéo, de la ville dans l'Antiquité. Et dans les autres vidéos, on va parler de la ville traditionnelle, la ville classique et de l'art urbain, la ville à l'âge industriel, la ville réglementée et Smart City ou ce qu'on appelle la ville intelligente. Les objectifs de cette intervention consistent à situer les grands moments de mutation spatiale, technique et culturelle de l'histoire des villes, qui constituent des repères indispensables pour l'urbaniste et l'architecte, en montrant la diversité des modes d'organisation de l'espace adoptés par les sociétés humaines et les développements historiques. Il s'agit aussi de mettre en lumière la naissance de la discipline urbanisme et voir surtout son originalité par rapport aux autres modes d'organisation de l'espace urbain et bâti qui l'ont précédé. Et c'est pour cela que nous avons choisi 6 moments significatifs qui ne correspondent pas forcément à la chronologie, mais décrivent une évolution vers la discipline urbanisme, telle que nous la connaissons aujourd'hui. La ville de l'Antiquité, la ville traditionnelle, la ville classique, et de l'art urbain, la ville de l'âge industriel, la ville du règlement et la Smart City. Les villes sont des foyers de créativité, d'activités commerciales, de culture et d'échanges, mais aussi le problème de pollution, de la pénurie de logements, du chômage et de l'anonymat. Alors, près de la moitié de la population mondiale vit au milieu urbain. Donc, en 2025, ce sera le cas de 2 tiers des habitants de la planète. Du fait, les villes connaissent une expansion très rapide, leurs problèmes ne pourront que se multiplier. La ville dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on a toujours confondu la cité et la ville. La cité est une entité politique, un territoire s'étend au-delà de la ville proprement dite, et qui a une organisation politique propre. La ville est simplement un lieu de forte concentration des habitants, avec ce que tout cela implique comme infrastructure. Mais il y a des villes qui ne sont pas des cités, et des cités qui ne sont pas des villes, surtout au premier temps des cités. Il n'y avait que peu d'infrastructures urbaines, enceintes, marchés, pas de différenciation entre espace public, privé et sacré. Ce n'est donc que progressivement que naît une société et une monumentalité urbaine. Ce n'est donc que progressivement que naît une identité et une monumentalité urbaine. La cité ne constitue pas une catégorie immuable, mais les fondements matériels et intellectuels établis continueront de peser sur le développement ultérieur des villes européennes. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la ville ou les villes de la civilisation égyptienne sont généralement construites à côté d'un sanctuaire, car la mort était le souci de toutes les classes sociales. Elles sont construites à la limite entre les terres fertiles, le long du Nil et la zone désertique. Sans le Nil, la civilisation pharaonique n'aurait jamais existé. Elle était donc la pierre angulaire de la civilisation égyptienne, fournissant des matériaux de construction et assurer le transport et l'irrigation des terres agricoles. Les villes sont spécialisées et nécessitent une population appartenant à un secteur d'activité particulier. Elles sont très bien fortifiées et les frontières sont bien surveillées. Cependant, l'existence de murailles n'est pas encore prouvée. Bien organisée, la ville égyptienne est le lieu d'affirmation du pouvoir et de l'administration. On trouve tous les bâtiments officiels, y compris les palais, les réserves à grains. C'est l'administration qui décide de l'édification des villes. Chacune, c'est-à-dire la ville, possède son temple et son sanctuaire. Donc un monument qui domine la cité par son architecture. Comme on peut le voir ici, nous avons 2 photos. Alors la première photo
comme vous pouvez le voir ici. Nous avons le plateau désertique de Gizeh et on voit les pyramides. À côté, bien sûr, il y a 3 autres pyramides un peu plus petites. L'architecture des grands temples ne peut être comprise que si l'on considère les raisons religieuses qui ont précédé à la réalisation de chaque élément construit. 3 pyramides, dont la plus grande est la pyramide de Khéops. La pyramide est une bâtisse à base quadrangulaire à 4 faces triangulaires se terminant en pointe, qui servait de monument funéraire dans l'Égypte pharaonique. Elle exprime la précision de l'ingénierie de l'époque. Pourtant, les moyens de réalisation étaient dérisoires. Toutes les villes de l'Égypte antique sont construites avec des rues parallèles et perpendiculaires. Elles sont divisées en quartiers. Les ségrégations peuvent se manifester sous plusieurs formes. Nous avons les bâtiments particuliers, les palais, les temples, les entrepôts, les magasins. Nous avons les quartiers riches et pauvres. Nous avons les quartiers des Égyptiens, les quartiers des étrangers. Nous avons aussi les corps de métiers différents. La ville est très dense, sans aucun espace vide, ni même de placettes. En fait, la vie publique et officielle a lieu dans les temples. Les activités commerciales n'existent pas. En contrepartie, c'est l'administration qui approvisionne la population par un système de rations. C'est pour cela que les marchés ne figurent pas dans la structuration spatiale de la ville. En outre, les rues ne sont que des lieux de circulation. Peu d'importance leur sont accordées. Les villes ne sont pas pavées, mais en terre battue. Elles ne possèdent pas le canal d'évacuation des eaux de pluie, usées, peut-être à cause de l'absence de précipitations étant donné qu'elles sont bâties sur une zone désertique connue par sa faible pluviométrie. En Europe, au 5e siècle avant Jésus-Christ, commencent les premières réflexions timides sur l'urbanisme et le phénomène urbain. Les fameux plans Ondami, par exemple. L'émergence d'une économie spécifiquement urbaine fondée sur les échanges et un mode de vie urbain. L'apparition d'espaces publics nommés agora et forums, réservés à la vie politique, religieuse et économique de la cité. Les habitations sont placées loin de ces espaces publics. Athènes, ville mégapole, était le berceau des bâtisseurs, de penseurs et d'inventeurs qui ont révolutionné l'architecture. La Grèce antique a posé les jalons de la civilisation européenne. Construire est un acte fondamental. Donc pour les Grecs de l'Antiquité, l'architecte était le premier constructeur et l'architecture est considérée la mère des beaux-arts. Ainsi, l'agora, qui se rencontre dans tout le monde grec, est généralement située à un carrefour important du réseau urbain et constitue aussi le cœur naturel de la cité. Elle matérialise remarquablement la notion de cité grecque. Ici, nous avons ces des édifices grecs. Nous avons l'acropole, située sur un espace un peu très haut. Et puis, nous avons le théâtre en plein air. IIIe siècle, avant et après Jésus-Christ. Donc, c'est alors l'âge d'or de la cité antique. Et la cité devient le modèle dominant d'organisation sociale. La population reste majoritairement rurale, mais les organisations politiques sont désormais toutes urbaines. Le modèle de la cité indépendante laisse place aux hiérarchies formelles, commerciales, politiques et administratives entre cités. Deux mégapoles, Rome et Alexandrie, sont typiques de ces évolutions. La ville se détache réellement de l'espace rural par des monuments spécifiques
et nouveau théâtre en dur, terme par exemple, et par une sociabilité très forte et très hiérarchisée à la fois. La gestion de la ville devient alors un problème politique majeur. Les problèmes financiers et alimentaires constants trouvent des solutions dans l'Empire romain. Rome subit très tôt l'influence de la civilisation grecque. Pour Rome, l'architecture était l'expression de la puissance. C'est l'armée qui édifie les bâtiments publics à travers tout l'Empire. L'arc est l'élément le plus important et le plus marquant de l'architecture romaine. À Rome, comme dans toutes les colonies romaines, l'architecture joue un rôle essentiel pour représenter le pouvoir et le prestige de l'Empire. Les Romains ont inventé un grand nombre de nouveaux bâtiments. Le forum, l'hippodrome, la villa et la maison urbaine. Ils ont aussi mis au point un nouveau type d'amphithéâtre, tel que le Colisée, avec la superposition de plusieurs ordres classiques sur ses façades extérieures, chose inexistante dans l'architecture grecque. Il est à signaler en passant que l'influence de l'Égypte sur l'Europe est beaucoup plus ancienne et beaucoup plus prégnante. Cette égyptophilie remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand Auguste a accédé au pouvoir. Cet empereur est fasciné par l'architecture monumentale égyptienne et la conception du culte en vigueur. Ce dernier se fait au nom du pharaon, c'est-à-dire le culte. Donc ce culte se fait au nom du pharaon et le clergé n'est que son délégué. C'est-à-dire il est le seul intermédiaire entre les divinités et les mortels. Donc il y a un lien si fort entre l'Égypte et Rome pour des raisons politiques et commerciales. Étant acquis le statut de mégapole, Rome ne peut s'auto-alimenter en blé. Et donc elle va le chercher en Afrique du Nord et en Égypte. Donc cette influence égyptienne se manifeste aussi dans l'architecture. Comme on peut le voir ici, nous avons ici le forum romain, et ce sont les ruines de ce forum-là. C'est à Rome d'aujourd'hui. L'Arc du Triomphe, pour purifier bien sûr les soldats venus de la guerre. Et ici aussi, c'est une autre vue sur le forum romain. Donc la civilisation égyptienne a eu des retombées positives sur l'art et l'architecture romaine. Et par exemple, l'obélisque a été utilisé dans l'architecture romaine. Rome est la ville où il y a beaucoup d'obélisques égyptiens. D'autres ont été aussi fabriqués sur place à l'image des obélisques égyptiens d'origine. Exemple, l'obélisque Montecitorio, en l'an 10 avant Jésus-Christ par l'empereur, et l'obélisque du Vatican. Rappelons que l'obélisque est très utilisé dans l'architecture sacrée. Il symbolise les rayons du soleil. Sa verticalité représente aussi l'âme qui s'élève vers le ciel après la mort. Nous avons ici dans les 4 photos, nous avons ici le Vatican. Donc c'est la place de Saint-Pierre. Donc au milieu, nous avons l'obélisque. Et ici, c'est l'obélisque un peu plus agrandi, ici, au niveau de la placette Saint-Pierre. Ici, nous avons la pyramide de Cestius à Rome aussi, inspirée des pyramides égyptiennes. Nous avons aussi l'obélisque de Montecitorio à Rome. À Paris aussi, à partir du XIIe siècle, période qui correspond à la conquête de Napoléon en Égypte, beaucoup d'œuvres d'art sont construites en s'inspirant aussi de l'architecture égyptienne. Exemple, l'obélisque de Luxor à la place de la Concorde, la pyramide du parc Le Monceau, les sphinx de la colonne du Palmier place de Châtelet. Et on peut même citer la pyramide du Louvre, dont les proportions sont inspirées de celles de la pyramide de Khéops en Égypte. La différence, c'est que sa structure est constituée d'une structure en acier et d'un châssis en aluminium.
comme on peut le voir ici à Paris. Nous avons l'obélisque de Luxor, place de la Concorde. Donc, cet obélisque a été amené, bien sûr, directement de l'Égypte. Nous avons ici cette pyramide du parc Monceau, construite en 1861. Donc, ça, c'est une réplique de la pyramide de Khéops. Et nous avons aussi la pyramide du Louvre. Dans la structure, c'est les métalliques et les faces sont en verre. Alors venons maintenant en Algérie. Donc on va parler de la ville de Tingad. Donc nous avons le forum avec les temples, les thermes et le théâtre. Donc on repris les éléments topologiques de la ville romaine. Donc le forum, c'est le cœur de la vie économique de la ville. Donc le forum, avec ses temples, ses thermes, le théâtre, est le cœur de la vie économique de la ville. Donc il est normalement situé à l'intersection du Cardo Maximus, donc axe nord-sud, donc comme vous pouvez le voir ici, en vert, ici, donc ici c'est le nord, oui, et l'axe d'Ecumanus Maximus, donc c'est est-ouest, comme vous pouvez le voir, c'est en rouge. Bien sûr, suivant un plan hippodamien, le Decumanus Maximus est l'axe qui lui est perpendiculaire. Le Cardo Maximus sont les axes principaux qui structurent en principe toute la fondation de colonie romaine, ou de la colonie romaine qui est Tingad. Comme on peut le voir, donc c'est, vous pouvez le voir, c'est le plan hippodamien, bien sûr avec les deux axes plus importants. Donc nous avons le Cardo et le Decumanus. Nous avons aussi le 3 qui est le forum. Nous avons 4 la basilique. Le 5 c'est le théâtre. La bibliothèque, etc. Et puis nous avons ici l'Arc de Triomphe. Alors c'est une vue générale ou aérienne si vous voulez. Donc c'est une vue aérienne sur Tingad. Et on voit l'axe d'Ecumanus qui est l'aboutissement ouest. Et on trouve l'Arc du Triomphe. D'accord? Et on voit clairement que c'est un plan en damier. Donc ça c'est les différents axes. Donc cet axe-là d'Ecumanus, donc vers l'ouest, vous voyez ici. Ici c'est un peu une autre vue sur l'Arc du Triomphe. Et puis ici une vue générale aussi sur l'Arc du Triomphe. Et puis ici c'est le théâtre en plein air. Donc on voit ici le théâtre en plein air. Donc c'est une reprise, une réplique de la vie romaine, mais située à Tingad en Algérie. Aussi nous avons une ville aussi réputée qui est la ville de Pompéi, détruite par le volcan. Donc ce volcan-là, en 70 après Jésus-Christ, donc vous voyez, c'est cette montagne-là, ce volcan-là qui a détruit la ville. Ici on voit clairement que c'est un plan damier. Et nous avons des éléments topologiques, le forum, l'amphithéâtre, ici, le forum et le plan entamé de la ville. Ici, c'est les ruines du forum de Pompéi après sa destruction par le volcan, ici. Donc très visité par les touristes. Ici, c'est une voie piétonne, bien sûr, toujours à Pompéi ici. Et ici, c'est une partie du forum. Donc, après le IVe siècle, le phénomène urbain semble rentrer en récession, du moins en Occident, notamment avec les invasions et les guerres. L'Orient, urbanisé depuis bien plus longtemps, résiste encore. La ville entre dans l'ère chrétienne. L'impression générale qui en découle, c'est que la ville a mis énormément de temps à s'extraire de la campagne et à s'en différencier. Et que cette différenciation a toujours posé problème pendant l'Antiquité. La ville a mis beaucoup de temps à devenir un modèle positif,
face aux valeurs fortes de la ruralité. La ville a dû également s'imposer face aux campagnes pour assurer son ravitaillement. Rome allait chercher son blé en Égypte et en Afrique du Nord, comme ça a été déjà précisé. Ce sont les campagnes et les revenus agricoles qui ont financé les infrastructures urbaines et qui ont ainsi permis l'émergence de nouveaux modes de vie. De nombreux problèmes actuels liés à la concentration des hommes se posaient déjà, tels que l'approvisionnement, maintien de l'ordre, l'hygiène, finances publiques, forte tension sociale et la hiérarchisation de la société.